Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine en direct de la rédaction du mois de février. En compagnie de 3 expertes du groupe Revue Fiduciaire, nous vous proposons aujourd'hui un numéro 100% social. Et j'invite tout de suite Karina Flalo, chef de rubrique en droit social, à me rejoindre sur le plateau pour nous parler du décret permettant la mise en place du comité social et économique, cette nouvelle instance représentative du personnel, appelée à remplacer les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le CHSCT. Bonjour Karine. Bonjour Marianne. Alors Karine, dites-nous tout sur ce décret tant attendu. Oui, très attendu effectivement parce que concrètement, sans lui, aucune entreprise ne pouvait organiser les élections qui permettent de mettre en place ce fameux comité social et économique. Alors, je ne vous cache pas que c'est un décret assez fourni, il fait pas mal de pages, donc je ne vais pas détailler tout son contenu, voilà, mais vous pouvez évidemment vous précipiter sur nos revues pour le découvrir dans son intégralité. Alors, il y a une chose quand même importante qu'il faut savoir sur ce décret avant que je vous donne certaines explications, c'est qu'une grande partie des dispositions qu'il contient sont en fait une redite des règles que l'on connaît déjà. Simplement, il y a une nouvelle numérotation qui apparaît dans le Code du travail. Donc par exemple, pour les règles qui organisent les élections de ce CSE, à quelques exceptions près, elles reprennent en réalité les dispositions qu'on appliquait pour élire le comité d'entreprise et les délégués du personnel. Alors, aujourd'hui, moi, je vais plutôt mettre l'accent sur un sujet qui est un petit peu sensible, c'est le nombre d'élus du CSE et leur crédit d'heure de délégation. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la composition du CSE et le crédit d'heure? Et surtout, est-ce qu'il s'agit de règles qui sont immuables ou est-ce qu'on peut les négocier? Eh bien, oui, elles ne sont pas immuables. En réalité, on peut parfaitement modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dans le cadre du protocole d'accord préélectoral qui est négocié avant les élections entre l'employeur et les organisations syndicales concernées. Alors il y a quand même une limite à cette négociation. Le volume global des heures de délégation au sein de chaque collège devra être au moins égal à celui qui est fixé par le décret. Donc on ne peut pas grignoter sur tout. Alors là, je ne vais pas pouvoir vous donner l'intégralité des chiffres, parce que le tableau est très très long, mais pour que vous ayez un ordre d'idée, il débute avec les entreprises qui ont un effectif compris entre 11 et 24 salariés, et il se termine avec celles qui ont plus de 10 000 salariés. Alors, pourquoi est-ce qu'on démarre à 11 et pas à 0? Je rappelle simplement que c'est parce que c'est le seuil d'effectif à partir duquel une entreprise doit avoir un CSE. Donc, dans cette fourchette, le nombre d'élus va varier entre 1 et 35, avec un crédit mensuel d'heures de délégation par élu qui va de 10 heures à 34 heures. Karine, si on devait comparer avec les anciennes institutions représentatives du personnel, est-ce qu'on peut dire que les élus sont perdants ou gagnants en ce qui concerne les heures de délégation dont ils disposent ? Alors, c'est une comparaison qui n'est finalement pas si simple, puisque la réponse va varier selon la taille de l'entreprise. Alors, bon, même si globalement les élus auront sans doute un petit peu moins d'heures de délégation. Alors, si je vous donne un exemple pour vous montrer que cette comparaison n'est pas si évidente, si on prend le cas d'une entreprise qui a de 100 à 124 salariés, les élus du CSE seront 6 et ils auront 126 heures de délégation à se partager chaque mois. Dans une entreprise de même taille qui a un comité d'entreprise, des délégués du personnel et un CHSCT, il y a un total mensuel de 175 heures de délégation, mais pour 12 élus. Donc ça veut dire que chaque élu pris individuellement aura finalement moins d'heures qu'un élu du CSE. Si l'on compare maintenant avec une délégation unique du personnel, là les chiffres sont identiques pour cette taille d'entreprise, 6 élus pour un total mensuel de 126 heures de délégation.
Alors vous évoquez le nombre d'heures de délégation par mois, mais un élu peut-il utiliser ces heures de délégation sur une durée qui serait supérieure à un mois? Oui, tout à fait. En fait, ce crédit d'heures peut parfaitement être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois. Alors, il y a une exigence à respecter. Un membre du CSE ne peut pas disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Alors, pour vous donner un exemple, un élu qui a 10 heures de délégation par mois va pouvoir utiliser dans un mois 15 heures. Voilà, le mois suivant, il utilisera 5 heures, mais il ne pourra jamais sur un même mois disposer de 20 heures, puisque ça doublerait son nombre d'heures de délégation. Voilà, alors attention à une chose, si un élu décide de dépasser son quota d'heures de délégation dans le mois, il doit informer l'employeur de l'utilisation de ces heures cumulées au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation. Alors, ce qu'on peut dire quand même sur ces quelques règles que je viens d'évoquer, c'est que c'est finalement une reprise des règles qui étaient déjà applicables pour les membres d'une délégation unique du personnel. Donc, il n'y a pas de grande nouveauté. D'accord. Est-ce qu'il est possible pour les membres du CSE, comme c'était le cas dans une délégation unique du personnel, de se répartir entre eux et avec les suppléants les heures de délégation? Oui. Oui, effectivement, c'est possible, mais là aussi, il y a la même limite que celle que j'ai évoquée précédemment. Cela ne peut pas amener l'un des élus à disposer dans un mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Et là aussi, il va falloir informer l'employeur. Concrètement, les membres titulaires concernés doivent signaler à l'employeur le nombre d'heures réparties au titre de chaque mois, au plus tard, là aussi, 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. Ils doivent, dans ce contexte-là, informer l'employeur par écrit, voilà, et ils doivent préciser dans cet écrit leur identité et le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux. D'accord. Alors, nous avons évoqué le CSE qui est un peu le nouveau-né chez les représentants du personnel. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire également sur les heures de délégation des élus de cet autre nouveau venu qu'est le conseil d'entreprise? Oui, alors c'est vrai que le CSE pourra parfois être remplacé par un conseil d'entreprise. Voilà, il faut pour ça un accord. Et l'intérêt ici, c'est que le conseil d'entreprise, tout en étant doté de toutes les attributions d'un CSE, a en plus la faculté de négocier et de conclure des accords collectifs. Alors là, les heures de délégation dont doivent bénéficier les élus du conseil d'entreprise qui participent à des négociations sont en principe fixées par l'accord qui institue cette instance. Voilà. Alors, il faut savoir que le décret prévoit tout de même un nombre d'heures minimum pour chaque élu. Alors, ce sera 12 heures par mois dans les entreprises qui vont jusqu'à 149 salariés, 18 heures par mois pour celles qui ont de 150 à 499 salariés. Et dans les entreprises de taille supérieure, ce sera 24 heures par mois. D'accord. Et que se passe-t-il si l'accord n'a pas fixé de nombre d'heures? Alors là, heureusement, le décret a prévu quelque chose. Eh bien, c'est tout simplement ce seuil minimum que je viens d'évoquer qui s'applique. Voilà. Et j'en profite pour préciser que ces heures, ce nombre d'heures que je viens d'indiquer, qui permettent de participer à des négociations, eh bien, ce nombre d'heures se cumule avec celles qui sont liées à l'exercice des compétences du CSE par le conseil d'entreprise. D'accord, très bien. Ben, merci Karine pour toutes ces précisions. Si vous voulez connaître l'intégralité du contenu du décret relatif au CSE, n'hésitez pas à vous plonger dans la lecture de notre feuillet hebdomadaire numéro 3726 paru le 25 janvier dernier. Les ordonnances Macron de septembre 2017 ont apporté un certain nombre de nouveautés en matière de licenciement. Des décrets sont venus rendre ces mesures opérationnelles. Nous accueillons maintenant Frédérique Roseau, rédactrice en chef adjointe de la RF Sociale, pour nous en parler.
Bonjour Frédéric. Bonjour Marianne. Alors, première nouveauté, une fois un licenciement notifié au salarié, l'employeur peut désormais venir préciser a posteriori le motif qu'il avait indiqué sur la lettre informant le salarié de son licenciement. Effectivement, une ordonnance du 22 septembre 2017 a créé une procédure qui permet à l'employeur a posteriori, alors qu'il a déjà envoyé le courrier qui notifie le licenciement, de venir préciser au salarié le motif qu'il y a indiqué. L'employeur peut prendre l'initiative de cette démarche, mais il peut aussi répondre à une demande du salarié qui veut des précisions. Et cette procédure concerne tant le licenciement pour motif économique que le licenciement pour motif personnel. Alors, première question, on précise les licenciements prononcés à compter du 18 décembre 2017 qui sont concernés. Et ma question, c'est comment va procéder l'employeur ? Alors la procédure est simple, l'employeur qui veut préciser la motivation d'un licenciement doit le faire dans les 15 jours suivant la notification du licenciement. Concrètement, il va soit envoyer une lettre recommandée avec avis de réception, soit remettre au salarié en main propre une lettre contre décharge. Très bien. Et alors, vous avez évoqué la possibilité aussi pour le salarié de faire cette demande quand il veut des précisions. Comment ça se passe quand ça vient du salarié ? Alors, quand ça vient du salarié, il va demander ces précisions à l'employeur dans les 15 jours qui suivent la notification de son licenciement. Là aussi, la procédure, ça va être soit une lettre recommandée avec AR, soit une lettre remise en main propre contre décharge. Et l'employeur qui va vouloir répondre au salarié qui a demandé les précisions, eh bien, il a alors 15 jours à compter de la réception de la demande du salarié pour répondre. Et là encore, lettre recommandée avec avis de réception ou alors lettre remise en main propre contre décharge. Très bien. Alors, quel peut être l'intérêt de l'employeur ou du salarié de se lancer dans ce complément de procédure ? Alors, pour l'employeur, l'intérêt est assez simple. En fait, il va pouvoir venir préciser un motif qu'il a déjà indiqué dans un courrier. Ça veut dire concrètement qu'il va pouvoir réexprimer un motif qu'il a déjà donné parce qu'il estime soit mal rédigé, soit trop évasif. En revanche, il ne peut pas compléter un motif qu'il a déjà donné. Il ne peut pas fournir un motif au licenciement alors que sur le courrier initial, il n'en avait pas indiqué. Et il ne peut pas non plus ajouter de nouveaux motifs. Quant au salarié, alors lui, il a aussi tout intérêt à demander cette précision. Pourquoi ? D'abord parce qu'il peut avoir envie de mieux comprendre les raisons pour lesquelles il a été licencié, mieux comprendre le motif. Et puis d'autre part, ça va lui permettre de préserver ses droits en vue d'un éventuel contentieux. En quoi le fait de ne rien demander pourrait-il minorer les droits du salarié ? Alors, face à un motif qu'il trouve imprécis, le salarié qui ne demande pas cette précision par rapport à cette motivation à son employeur ne pourra pas ensuite invoquer cette seule insuffisance de motivation pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce qui fait que si les juges venaient quand même à estimer que la motivation n'était pas suffisante, qu'elle était imprécise, le salarié n'aurait le droit qu'à une indemnité d'au maximum un mois de salaire, c'est-à-dire le même montant que l'indemnité d'irrégularité de procédure. Le salarié qui souhaite engager un contentieux sur la seule insuffisance de motivation du licenciement a donc intérêt, on le comprend, à demander des précisions s'il veut préserver ses droits à indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Oui, tout à fait. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en pratique, on peut aussi s'attendre, peut-être, ça on verra, à ce que les salariés, en tout cas certains, systématisent cette demande de précision, se disant, ma foi, je ne sais pas forcément aujourd'hui si je vais m'engager dans un contentieux ou non, mais au cas où, il vaut mieux que j'aie procédé à une demande de précision. Très bien. Autre nouveauté, depuis le 31 décembre 2017, l'administration a mis à la disposition des employeurs des modèles de lettres de licenciement pour le licenciement pour motif personnel et le licenciement pour motif économique. Question, les employeurs doivent-ils y recourir ou est-ce que c'est optionnel ? Alors, c'est optionnel. Il y a 6 courriers types qui sont mis à leur disposition. Pour être un peu plus précise, on peut dire qu'il y a un premier modèle qui vise le licenciement pour motif disciplinaire, que la faute soit sérieuse, qu'elle soit grave ou qu'elle soit lourde. Un deuxième type de modèle qui va viser l'inaptitude physique d'origine professionnelle ou non professionnelle. Troisième modèle, le licenciement personnel, mais non disciplinaire cette fois-ci. Et puis on passe au licenciement économique avec un modèle sur le licenciement individuel, un modèle sur ce qu'on appelle le petit licenciement collectif économique, et dernier modèle sur le licenciement collectif et économique collectif, mais qui est ce qu'on appelle le grand licenciement collectif parce qu'il est accompagné par un plan de sauvegarde de l'emploi. Alors concrètement, soit l'employeur utilise les modèles mis à sa disposition, soit il les ignore,
soit bien il va puiser dedans des informations, des mentions qu'il va utiliser pour ajuster les propres modèles qu'il a déjà mis, les propres courriers types qu'il a déjà mis en place dans son entreprise. Donc si l'employeur utilise un de ces modèles, il ne le reprend pas forcément tel quel, c'est ça? Non, c'est ça, exactement. D'ailleurs, chaque modèle dit bien, première chose que, et c'est logique, l'employeur doit d'abord choisir dans la liste des 6 là, le bon modèle, celui qui correspond au cas juridique effectivement de licenciement qu'il envisage. Et puis ensuite, chaque modèle précise bien que l'employeur doit adapter ce courrier type en fonction des dispositions conventionnelles ou des dispositions contractuelles qui sont applicables dans son entreprise et qui vont concerner le licenciement auquel il procède. Par exemple, si on a une convention collective qui prévoit une commission disciplinaire, le courrier type va être agrémenté par l'employeur de cette référence à la consultation de cette commission disciplinaire. De la même manière, si une convention collective prévoit que dans un courrier de licenciement, il doit y avoir tel ou tel type de mention obligatoire, si on utilise les modèles, il faudra aller ajouter dedans ces mentions qui sont exigées par la convention collective. Alors, sans tout détailler, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Frédéric, comment ces courriers types sont construits? Oui, tout à fait. Alors, on retrouve la même structure dans les 6 courriers. Donc, ce sont ceux proposés par le décret du 29 décembre 2017, j'insiste, et vous allez voir pourquoi. On rappelle, donc ces modèles rappellent les droits et obligations de l'employeur et du salarié, des mentions générales qui sont relatives à l'employeur ou au salarié, par exemple la dénomination sociale, le nom, les coordonnées du salarié, des mentions relatives au déroulement de la procédure, la convocation, l'entretien et à la remise des documents de fin de contrat. Et puis, il y a aussi des mentions spécifiques qui sont propres à tel ou tel type de licenciement mis en œuvre et ce sont des mentions d'ailleurs, des spécificités que l'employeur doit respecter. Par exemple, en cas de licenciement pour inaptitude, le modèle rappelle l'obligation de recherche de reclassement et de consultation des représentants du personnel. Très bien. Alors, et qu'en est-il de la possibilité de préciser a posteriori le motif de licenciement que nous venons d'évoquer? Est-ce qu'il faut le mentionner dans le courrier notifiant le licenciement? Alors, aujourd'hui, les modèles types proposés par ce décret du 29 décembre 2017 font mention de cette possibilité de préciser le licenciement, mais cette mention est facultative. Donc, soit on prend le courrier type, on le prend tel quel, on garde cette mention. Soit on prend le courrier type, mais on enlève la référence à cette mention, soit dans ses propres courriers de licenciement qu'on a mis en œuvre dans l'entreprise, on fait mention de cette possibilité de préciser le motif ou on n'en fait pas mention. Peu importe. D'ailleurs, il est quand même important de souligner que dans ces modèles mis à disposition de l'employeur, il y a des mentions qui sont obligatoires et des mentions qui sont facultatives. Et le fait qu'il y ait des mentions facultatives qui sont prévues dans les modèles types proposés ne les rendent pas pour autant obligatoires. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le projet de loi de ratification des ordonnances pourrait, alors en fonction du texte qui va être définitivement adopté, supprimer la mention des droits et obligations dans les modèles et notamment cette mention à cette possibilité de précision des motifs. Très bien, merci Frédéric pour toutes ces précisions. Nos abonnés peuvent retrouver toutes ces informations dans les feuillets hebdomadaires numéro 3722 et 3726. Troisième et dernier volet de ce numéro 100% social, à présent, une circulaire du 19 décembre 2017 est venue apporter les précisions nécessaires pour l'application par les gestionnaires de paye de 2 réformes pour 2018. Le rattachement à la période d'emploi et le calcul du plafond de la sécurité sociale. Nous accueillons maintenant Catherine Sebas, chef de rubrique en droit social, pour entrer dans le détail de ces mesures. Catherine Sebas, bonjour. Bonjour. Alors, rattachement à la période d'emploi, calcul du plafond, ce sont des termes techniques. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, Catherine? Oui, bien sûr. Alors, rattachement à la période d'emploi, ça vise la période de paye à laquelle on va appliquer les taux et plafonds de cotisation. Tandis que le plafond, c'est l'opération qui vise à calculer le plafond à la période de paye, sachant que le plafond a un caractère annuel et pas la période de paye. En 2 mots, rappelez-nous pourquoi ces questions se posent aujourd'hui. Elles se posent parce qu'il y a eu 2 décrets, l'un en 2016 et l'autre en 2017, en mai 2017, qui sont venus poser les bases d'une réforme de cette période d'emploi et de ce calcul du plafond de cotisation. Mais il manquait des précisions d'ordre plus pratique, lesquelles sont arrivées bien tardivement, fin décembre 2017. Très précisément, la circulaire date du 19 décembre, mais elle a été diffusée le 26, donc je vous laisse juge de ce que ça a pu donner pour les gestionnaires paye qui devaient l'appliquer dès le 1er janvier 2018. Très bien, oui, effectivement. Alors concrètement, qu'en est-il du rattachement à la période d'emploi? Alors jusque fin 2017,
la période d'emploi et le rattachement, la règle était que c'était le versement du salaire, le versement du salaire qui déterminait le calcul du taux et des plafonds de cotisation. Tandis qu'à partir de 2018, pour toute rémunération due à partir de 2018, on prend en compte la période d'emploi qui donne lieu à rémunération. Bon, je vais vous donner un exemple, ce sera plus concret, vous allez voir, ça touche plus précisément les entreprises en décalage de la paye. Donc vous avez un salaire versé en janvier 2018, mais pour une période d'emploi de décembre 2017. L'entreprise qui décale la paye le mois suivant. À ce moment-là, on va appliquer les taux et plafonds de décembre 2017, puisque la période d'emploi, c'est décembre 2017, peu important que le salaire soit versé en janvier 2018. D'accord. Tandis que si c'est janvier 2018 versé en février 2018, là, à ce moment-là, on applique les taux et plafonds de 2018. D'accord, très bien. Non, mais c'est clair. Que se passe-t-il pour les rappels de salaire? Alors, pour les rappels de salaire, il faut d'abord raisonner en plusieurs temps. Il faut d'abord se demander s'ils sont dus à une décision de justice ou pas, et s'ils ne sont pas dus à une décision de justice, s'ils sont versés pendant une période où le contrat de travail est encore en cours, le salarié est à l'effectif, ou s'il a quitté l'entreprise. D'accord, plusieurs cas de figure. Je vous propose de commencer par les rappels de salaire sur décision de justice alors. Oui, commençons par ça, parce que c'est le plus simple. Finalement, les entreprises vont pouvoir faire ce qu'elles faisaient auparavant. Ce qui va vraiment changer, c'est qu'elles vont pouvoir aussi appliquer les règles Agirc-Arrco. L'Agirc-Arrco s'est aligné sur la sécurité sociale, mais je ne vous embrouille pas. Pour les rappels de salaire sur décision de justice, en fait, on va prendre les taux et plafonds de la période à laquelle se rapporte le salaire. Donc, prenons un exemple, le Conseil de prud'homme donne son accord, alors qu'il y avait une décision de justice, un salarié qui réclamait, admettons en 2014, un rappel de salaire, c'est d'accord en 2018, et on va appliquer les taux et salaires pour ces rappels ordonnés sur décision de justice de la période d'emploi, c'est-à-dire 2014. Et puis pour le mois de janvier 2018, si c'est versé en même temps, on appliquera pour le salaire de janvier 2018 les taux et plafonds de 2018. Très bien. Qu'en est-il des rappels de salaire en cours de contrat? Alors là, la circulaire explique que si il s'agit d'une prime, d'une indemnité qui est versée à bonne date, parce que c'est prévu, soit par le contrat de travail, soit par la convention collective, et qu'elle vient être versée plus tard, à ce moment-là, on va appliquer les taux et plafonds du mois de versement. D'accord. Alors, par exemple, une prime annuelle qui est versée au titre de 2018, mais en avril 2019, c'est normal, c'est la convention collective qui prévoit que la prime annuelle est versée l'année suivante. On appliquera les taux et plafonds d'avril 2019, puisque c'était prévu. D'accord. Cela dit, sur la question, la circulaire a quand même introduit un élément de complexité. Ah, lequel? Alors là, c'est lorsque ça n'a pas été versé à bonne date et qu'on a dû faire une correction de paye avec réédition d'un bulletin de paye. Alors là, dans ce cas, il faut appliquer aux sommes versées à titre de correction les taux et plafonds en vigueur lors de la période d'emploi au titre de laquelle ils étaient dus. Donc par exemple, imaginons, oui, je savais que vous vouliez un exemple. Les exemples, c'est bien. Alors imaginons un salarié à temps partiel à 80%. Oui. Par erreur, donc c'est pas de moi l'exemple, c'est la circulaire. Par erreur, il a été payé en mars 2018, non pas sur la base de 80% de son temps partiel, mais sur la base de 50%. L'entreprise s'en rend compte et le mois suivant, en avril 2018, elle rectifie l'erreur. Et à ce moment-là, on dit qu'on va remonter à la période d'emploi, donc avril. Attendez, je vous ai dit quoi au départ? Non, mars. C'était mars, sa période d'emploi. On rectifie en avril. Et donc, on ne va pas passer avril, mais mars, période d'emploi. Donc, ça, c'est un peu plus complexe. Et ce n'était pas prévu, de surcroît, par les décrets à l'origine. Du coup, la circulaire a admis que ça vaudrait pour les périodes d'emploi à partir de 2018. On ne reviendra pas sur ce qui a été fait sur 2017. Ok. Voilà pour l'essentiel de ce qui est du contrat de travail en cours. Et donc, on va prendre le cas maintenant d'un salarié qui a quitté l'entreprise.
Alors, pour le Comment ça se salarié, passe? comment ça se passe pour le salaire? Toutes les sommes qui sont versées après le départ du salarié, quand il n'est plus à l'effectif, elles sont soumises au taux et plafond applicable lors de sa dernière période d'emploi. D'accord. La circulaire précise que la règle s'applique aux salariés partis de l'entreprise après le 1er janvier 2018. D'accord, merci Catherine pour ces informations. Vous vouliez aussi faire un tour d'horizon des mesures plafond de la sécurité sociale de la réforme. On vous écoute. Oui, puisque le décret de mai de 2017 a changé la donne. Et en quoi consiste ce changement de donne? Alors jusqu'à fin 2017, pour le cas général, le plafond appliqué était calculé en décomposant la période à laquelle s'appliquait le règlement de la rémunération, en mois, en quinzaine, en semaine et en jours ouvrables. À partir de 2018, c'est plus simple. Le plafond à passer en paye est déterminé à partir de la valeur mensuelle. Peu importe que la périodicité de versement de la rémunération, elle soit en mois, en jours ou en heures. Et concrètement, comment le plafond se calcule-t-il? Alors pour un salarié non mensualisé, les VRP, le plafond mensuel est ajusté pro rata temporis, en fonction de sa périodicité de paye. D'accord. Et pour un salarié mensualisé, il est ajusté à proportion du nombre de jours calendaires durant lesquels il a été employé. Donc ça vise un salarié embauché en cours de mois, là. C'est bien ça? Oui, une entrée-sortie en cours de mois. D'accord, très bien. Et si le salarié est absent dans le mois? Facile, on applique les mêmes règles pour la réduction du plafond. Mais attention, on prend en compte une absence totale, pas une demi-journée par exemple. Et en plus, la réduction joue pour une absence non rémunérée ou non indemnisée. Ce qui revient à dire que le plafond n'est pas réduit si l'absence du salarié, par exemple, donne lieu à un maintien de salaire. Et un mot des salariés à temps partiel pour terminer? Pour terminer, un petit mot pour les temps partiels. Alors là aussi, les règles sont simplifiées en 2018. On raisonne maintenant uniquement en termes de durée du travail. On ne passe plus par la reconstitution de la rémunération à temps plein. Donc on proratise le plafond par rapport à la durée qui est prévue au contrat. Éventuellement, on rajoute des heures complémentaires, c'est l'équivalent des heures supplémentaires pour un temps plein. Et on proratise par rapport à la durée correspondant à la durée légale du travail, donc en général 35 heures, évidemment, ça peut être une durée conventionnelle plus grande. Donc en fait, ça nous donne cette formule-là. Valeur mensuelle du plafond, 3 311 € par mois, multiplié par la durée contractuelle du salarié, divisé par la durée légale du travail. Très bien. Voilà. Merci Catherine d'être passée sur notre plateau. À bientôt. Merci, à bientôt. C'est la fin de ce magazine 100% social. Merci de votre attention et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro, toujours en compagnie des experts du groupe Revue Fiduciaire.